Bonsoir et Aïd Moubarak à tous. Que cette fête soit porteuse de paix et d'espoir malgré les défis que traverse le Liban. À l'heure où Israël dit avoir frappé plus de 2000 cibles liées au Hezbollah au Liban, le Liban s'enlise dans l'engrenage du conflit régional entre Israël, les États-Unis et l'Iran. Il se retrouve une nouvelle fois au cœur des équilibres fragiles du Moyen-Orient et au centre des prises de position européennes. Fermeté vis-à-vis du Hezbollah, soutien aux institutions libanaises et appel à une solution diplomatique. Paris tente ainsi de tracer une ligne claire pour éviter un embrasement régional. Au Proche-Orient, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, évoque une escalade dramatique dans le pays. Selon lui, le Hezbollah a pris une décision inadmissible et irresponsable en se joignant aux agressions iraniennes contre Israël, faisant primer le soutien à Téhéran sur la stabilité du Liban. Une position partagée par l'Union européenne. Le Conseil européen condamne les attaques du Hezbollah et s'inquiète de leurs conséquences sur les populations civiles. Bruxelles appelle également à renforcer l'armée libanaise afin qu'elle reprenne le contrôle de l'ensemble du territoire. Dans ce contexte, les autorités libanaises ont annoncé l'interdiction des activités militaires du Hezbollah, une mesure saluée par les Européens. Mais sur le terrain, les tensions restent vives. La FINUL, force de maintien de la paix déployée au sud du Liban, est elle aussi visée par plusieurs attaques. Malgré ce climat tendu, une issue politique reste envisagée. Le président français Emmanuel Macron estime que des négociations directes entre le Liban et Israël sont possibles. Il n'y a pas de plan français imposé. Notre rôle est d'accompagner le Liban pour permettre des discussions directes avec Israël, constate le président français. Le président libanais Joseph Aoun a donné son accord, mais Israël n'a pas encore répondu. Paris insiste également sur un point clé, le désarmement du Hezbollah doit être assuré par l'armée libanaise. Au Liban, la guerre ne se contente plus de détruire des villes, elle brise aussi une génération. Déplacés, endeuillés, privés d'école et d'avenir, des milliers d'adolescents vivent une réalité marquée par la peur et le traumatisme. À seulement 16 ans, Hassan a déjà le sentiment d'avoir trop vécu. Comme des milliers d'adolescents au Liban, il a été déplacé à plusieurs reprises et a perdu des proches dans la guerre. Il raconte: la guerre nous a vieillis, mon enfance s'est évaporée. Originaire du sud du pays, il a fui les bombardements pour se réfugier à Beyrouth. Dans son village à Chhabiye, une frappe a coûté la vie à plusieurs membres de sa famille. Depuis l'escalade du conflit entre le Hezbollah et Israël, les violences ont fait des milliers de victimes et poussé plus d'1 million de Libanais sur les routes. Un bouleversement qui marque profondément la jeunesse. Anabati Zahra, 16 ans, évoque une adolescence suspendue. Elle dit: on commençait à découvrir la vie et tout s'est arrêté. Aujourd'hui, elle tente de tenir grâce à des ateliers de théâtre mis en place pour aider les jeunes à surmonter leur traumatisme. Parmi eux, Wassim, réfugié syrien, il voit la guerre le rattraper une nouvelle fois. Contraint d'abandonner ses études, il peine à se projeter dans l'avenir. Nos rêves sont en suspens jusqu'à la fin de la guerre, se plaint-il. Pour les spécialistes, ces parcours laissent des traces durables. Selon eux, les enfants exposés à la violence, aux pertes et aux déplacements répétés présentent un risque élevé de troubles psychiques et de stress post-traumatique. Dans un pays marqué par des décennies de conflits, la guerre semble se transmettre d'une génération à l'autre. À Beyrouth, lors d'un rassemblement, Laura, 18 ans, résume l'angoisse d'une jeunesse entière. Mon inquiétude, c'est de savoir si je serai en vie demain. Une génération qui grandit trop vite et dont les rêves restent suspendus à l'espoir fragile de la paix. La Syrie, pour sa part, tente de rester à l'écart de l'escalade régionale, mais le conflit la rattrape. Entre frappes israéliennes et tensions internes, le pays demeure un terrain fragile.
Dans la nuit, l'armée israélienne a mené des frappes dans le sud de la Syrie. Des infrastructures militaires du régime, notamment un quartier général et des armes sont ciblées. Selon Israël, il s'agit d'une riposte à des attaques contre des civils druzes dans la région de Souaïda. Les Druzes, répartis entre la Syrie, le Liban et Israël, se retrouvent une nouvelle fois au cœur des tensions. L'armée israélienne affirme vouloir assurer leur protection et prévient qu'elle continuera d'intervenir si nécessaire. À Damas, le président Ahmad al-Shara affirme une ligne prudente. Objectif, éviter à tout prix que la Syrie ne bascule dans le conflit régional. Nous pesons nos actes avec une extrême prudence, affirme-t-il, alors que la guerre oppose depuis fin février Israël, les États-Unis et l'Iran. Le nouveau pouvoir syrien, hostile à Téhéran, tente de repositionner le pays comme un acteur de stabilité. Mais sur le terrain, la réalité est plus complexe. Le ciel syrien est déjà exploité dans le conflit. Israël y intercepte des missiles iraniens. Et malgré la volonté de neutralité affichée par Damas, les frappes israéliennes montrent que la Syrie reste encore un espace stratégique. À l'occasion du nouvel an persan, le Nowruz, le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei adresse pour la seconde fois un message enregistré, une manière de confirmer sa présence sans pour autant infirmer les thèses avancées sur son intégrité physique. Dans ce message, il affirme que les lignes de front en Iran sont bien plus solides que ne le pensent les ennemis. En contrepartie, les frappes américano-israéliennes ont visé plusieurs ports du sud de l'Iran et dans le Golfe. Des infrastructures essentielles pour le commerce et la logistique du pays ont été directement ciblées. Plus au nord, dans la région de Nour, sur les rives de la mer Caspienne, d'autres frappes ont également été menées. L'armée israélienne affirme viser des positions liées au régime iranien, élargissant ainsi le champ des opérations. Sur le plan humain, les pertes s'alourdissent. L'armée israélienne a affirmé avoir tué le chef des renseignements de la milice paramilitaire, les Basij, Ismail Ahmad, lors de la frappe qui a visé une réunion sous une tente de plusieurs commandants de cette organisation et tué son chef, le général Gholam Rida Soleimani. Les gardiens de la révolution annoncent également la mort de leur porte-parole, Ali Mohammed Naini, tué dans les frappes qualifiées de criminelles. Un coup dur pour l'appareil militaire iranien. Dans ce contexte, le pouvoir tente de se réorganiser. Après la mort du guide suprême Ali Khamenei et de plusieurs hauts responsables, une nouvelle figure s'impose progressivement, Mohammad Baqir Kalibaf. Président du Parlement iranien, ancien militaire, il apparaît aujourd'hui comme le principal coordinateur de l'effort de la guerre. Très présent dans les médias, il évoque une guerre asymétrique et appelle à mobiliser toutes les ressources du pays. Mais cette montée en puissance révèle aussi des fragilités. Kalibaf, figure controversée, est accusé par plusieurs ONG d'avoir participé à la répression de mouvements de contestation. En parallèle, Mojtaba Khamenei, pourtant désigné comme nouveau guide suprême, reste en retrait, absent de la scène publique. Alors que les frappes se multiplient et que le pouvoir se recompose, une réalité s'impose. Ce conflit se limite plus au champ militaire, il redessine les équilibres du Moyen-Orient et ouvre une lutte d'influence décisive au sommet de l'État iranien. Et maintenant, nous passons à l'international. Au-delà des combats, la guerre au Moyen-Orient provoque un choc économique mondial, énergie, transport, marché financier, agriculture. Ces répercussions révèlent la vulnérabilité d'une économie globalisée face aux tensions géopolitiques. Premier impact, l'énergie. Après avoir frôlé les $120, le baril de Brent recule légèrement autour de $106.
Un répit fragile lié aux déclarations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui évoque une fin de conflit plus rapide. Mais les tensions restent vives. Au cœur des inquiétudes, le détroit d'Ormuz, par lequel transite près d'un cinquième du pétrole mondial. Les attaques sur les infrastructures énergétiques provoquent un choc d'offres massif. Jusqu'à 10 millions de barils par jour pourraient manquer sur le marché. Conséquence directe, les prix du gaz s'envolent, notamment en Europe. Au Qatar, les exportations chutent de 17%, avec des pertes estimées à 20 milliards de dollars. Autre secteur touché, le transport aérien. Des dizaines de milliers de vols annulés, des millions de passagers bloqués. La crise révèle la dépendance de l'Europe aux hubs du Golfe comme Dubaï, Doha ou Abu Dhabi. Avec près de 600 avions immobilisés, le trafic avec l'Europe et l'Asie est fortement perturbé. Sur les marchés financiers, l'incertitude domine. Les indices asiatiques reculent, tandis que l'Europe tente un rebond fragile. Mais le risque de stagnation inquiète. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, constate « L'incertitude économique est en forte augmentation ». Même les grandes puissances s'adaptent. En Russie, la Banque centrale abaisse son taux directeur à 15%, signe d'un ralentissement. Sur le terrain, les conséquences sont immédiates. Au Vietnam, les prix des carburants bondissent. Et l'agriculture n'est pas épargnée. Très dépendante du gaz, la production d'engrais est sous pression. Selon la FAO, les prix pourraient augmenter de 15 à 20% dans les prochains mois. Face à cette crise, la communauté internationale tente de réagir. Libération de stocks stratégiques, sécurisation des routes maritimes, une preuve que l'économie mondiale est suspendue à l'évolution d'une guerre encore incertaine. Et si, au cœur des turbulences du monde, une simple histoire pouvait redonner espoir? Au Japon, celle d'un petit singe devenu symbole de résilience. Au Japon, un petit singe devenu star des réseaux sociaux attire les foules. À quelques kilomètres de Tokyo, des milliers de visiteurs se pressent chaque jour dans ce zoo pour apercevoir Punch. そういう日も珍しくない状況なんですが、もう2月パンチのことが話題になって以降はですね、2000人とか3000人とかそのぐらいのもう桁が違う人数の方が毎日お越しいただいてます。Ce jeune macaque est devenu viral pour une image touchante. Il s'accroche en permanence à une peluche d'orang-outan. Une scène attendrissante mais aussi révélatrice. Selon les soigneurs, Punch a connu des débuts difficiles, marqués par une forme d'isolement. Sa peluche serait devenue pour lui un repère, presque un refuge. I think he really represents the sense of hope. Facing a hard time, but it doesn't mean when you're facing hard time, it doesn't mean we're gonna be like that forever. I think it's the relatability of it, right? He's going through a lot, but seeing him come through adversity, and from what I understand, he's getting accepted more now, and it's just nice to hear, nice to see strength in that way. Seeing a story like this in this day and age, it's heartwarming to see. Si son histoire émeut autant, c'est qu'elle dépasse le simple phénomène viral. Elle rappelle quelque chose d'essentiel. Même après des débuts difficiles, il est possible de retrouver sa place et d'avancer. Punch, lui, continue d'attirer les regards et de toucher les cœurs. Dans un monde marqué par les crises et les conflits, son histoire apporte un message simple. Même dans l'épreuve, il est toujours possible de se reconstruire et de garder espoir. C'est ici que s'achève ce journal. Merci et bonsoir.